Le 15 novembre 1996, 8 lycéens du lycée Henri Bergson de Toulouse disparurent sans laisser de traces lors d'une sortie scolaire éducative dans les Pyrénées ariégeoises. Les étudiants: Marie Dubois, 16, Antoine Laurent, 17, Céline Martin, 15, Julien Rousseau, 16, Sophie Moreau, 17, Lucas Bernard, 15, Camille Durand, 16, et Nicolas Girard, 17. Étaient bien départis ce matin d'automne à Huitria, dans un autocar scolaire jaune accompagné de leur professeur de sciences naturelles, Madame Claire Fontaine, 43 ans, et du chauffeur expérimenté, Pierre Delacroix, 59 ans, qui transportait des élèves depuis plus de 20 ans sans incident. L'excursion avait été méticuleusement planifiée pendant des semaines dans le cadre du programme éducatif de fin de trimestre, avec l'autorisation officielle du rectorat de Toulouse et les autorisations signées de tous les parents d'élèves, conçue pour offrir une expérience pratique d'étude des écosystèmes montagnards et de la biodiversité pyrénéenne. D'où nous lisez-vous? Partagez votre ville et votre pays dans les commentaires avant de continuer cette histoire. L'itinéraire officiel incluait des visites de formation géologique spécifiques, la collecte d'échantillons de flore locale pour des projets scientifiques et des activités d'éducation environnementale dans une zone de conservation qui avait été utilisée par l'établissement pendant des années sans problème. L'itinéraire planifié était bien documenté et avait été utilisé par d'autres établissements de la région, suivant des routes goudronnées et des sentiers officiellement désignés approuvés pour les activités éducatives par l'Office national des forêts. Quand l'autocar ne revint pas à l'heure prévue de 18h et qu'aucun contact radio ne put être établi avec Madame Fontaine, l'administration scolaire activa immédiatement les protocoles d'urgence qui avaient été spécifiquement développés pour de telles situations. La disparition complète de 10 personnes et d'un véhicule important en plein jour, dans une région relativement bien fréquentée des Pyrénées, déconcerta immédiatement les enquêteurs et suggéra que quelque chose d'extraordinairement inhabituel s'était produit pendant ce qui semblait être une excursion éducative de routine. 5 ans plus tard, en 2001, des ouvriers du BTP élargissant une route forestière isolée feraient une découverte qui fournirait enfin des réponses aux questions qui avaient tourmenté les familles et la communauté, révélant des circonstances si troublantes qu'elles changeraient à jamais les protocoles de sécurité pour les sorties scolaires dans toute la France. L'enquête initiale dirigée par le commissaire principal Michel Dufour de la Gendarmerie nationale devint la plus grande opération de recherche de l'histoire du département, impliquant de multiples agences fédérales, des équipes de secours spécialisées et des centaines de bénévoles des communautés locales qui se joignirent à l'effort pour localiser les étudiants disparus et leurs accompagnateurs. La recherche révéla les complexités inhérentes d'enquêter sur une disparition en terrain montagneux où la communication radio était sporadique. Les conditions météorologiques pouvaient changer rapidement, et de nombreuses routes forestières non balisées et sentiers de randonnée existaient, qui n'apparaissaient pas sur les cartes officielles, mais étaient connus des résidents locaux et des forestiers. Les enquêteurs menèrent des entretiens exhaustifs avec tout le personnel scolaire, incluant d'autres professeurs qui avaient participé à des sorties similaires, le personnel administratif qui avait approuvé l'excursion, et les parents qui avaient parlé avec leurs enfants le matin du départ. L'analyse des registres de communication de l'école montra que le dernier contact confirmé avec Madame Fontaine avait eu lieu à 13h15, quand elle avait signalé par radio que le groupe avait atteint avec succès leur premier site d'études désigné et que toutes les activités se déroulaient selon le programme. Les conditions météorologiques du jour avaient été idéales pour les activités de plein air, avec des cieux dégagés et des températures modérées qui ne suggéraient aucun facteur environnemental qui aurait pu contribuer à des problèmes pendant la sortie. Les équipes de recherche utilisèrent des hélicoptères de la sécurité civile pour survoler toute la région, tandis que les équipes terrestres, avec des chiens de recherche spécialisés, examinèrent systématiquement chaque sentier, ravin et zone forestière dans un rayon de 80 km de l'itinéraire planifié. Les autorités enquêtèrent également sur la possibilité que le groupe se soit écarté de son itinéraire planifié, soit par décision de Madame Fontaine
de montrer aux étudiants des caractéristiques géologiques supplémentaires, soit à cause de problèmes mécaniques avec l'autocar qui auraient pu les forcer à chercher de l'aide dans des zones reculées. Alors que les jours se transformaient en semaines sans progrès significatif, l'enquête élargit sa portée pour considérer des possibilités plus sinistres, incluant l'enlèvement par des groupes criminels, des accidents catastrophiques qui auraient pu résulter en la destruction complète du véhicule et de ses occupants, ou même la possibilité que le groupe ait été victime d'activités criminelles organisées, connues pour opérer dans les régions reculées des Pyrénées. La recherche continua pendant des mois, devenant un effort national qui attira l'attention médiatique dans tout le pays, et résulta en des donations d'équipements de recherche spécialisés de plusieurs régions. Mais aucune preuve physique de l'autocar ou de ses occupants ne fut découverte pendant cette période intensive initiale. Les mois qui suivirent la disparition furent caractérisés par des recherches de plus en plus désespérées et des théories spéculatives qui captivèrent l'attention nationale et internationale, tandis que les familles des étudiants disparus organisaient des efforts de recherche indépendants, qui les menaient non fréquemment dans un terrain dangereux, dans leur détermination de trouver des réponses. Monique Dubois, mère de Marie, devint la porte-parole non officielle des familles, organisant des conférences de presse hebdomadaires, coordonnant avec les médias nationaux et pressant constamment les autorités nationales et régionales d'élargir la portée et l'intensité de ces efforts de recherche officiels. Les familles embauchèrent des équipes de recherche privées, incluant des spécialistes de sauvetage en montagne, des opérateurs de radars de pénétration du sol et même des voyants qui prétendaient pouvoir localiser les victimes en utilisant des méthodes surnaturelles, dépensant leurs économies de vie dans des efforts qui produisaient rarement des pistes viables, mais représentaient leur seul espoir d'obtenir des informations sur le sort de leurs enfants. La couverture médiatique maintint un focus constant sur l'affaire, avec des journalistes accompagnant régulièrement les équipes de recherche, interviewant des experts en survie et spécialistes de sauvetage, et spéculant sur les multiples théories qui avaient émergé pour expliquer la disparition apparemment impossible. Parmi les théories les plus proéminentes étaient les possibilités que l'autocar soit tombé dans un gouffre ou une caverne souterraine qui l'avait complètement avalé, que le groupe ait été victime d'un glissement de terrain massif qui avait enterré toute preuve de leur présence, ou qu'ils aient été enlevés par une organisation criminelle sophistiquée qui avait réussi à transporter le véhicule et ses occupants hors de la région sans détection. Des théories plus extravagantes incluaient des spéculations sur l'activité extraterrestre, des portails dimensionnels dans la région montagneuse et même des conspirations gouvernementales impliquant des expériences militaires secrètes, théories qui furent amplifiées par des programmes télévisés sur les mystères non résolus et des publications sensationnelles. La pression publique força éventuellement le gouvernement régional à assigner des ressources supplémentaires significatives à la recherche, incluant des unités militaires spécialisées, une technologie de cartographie par satellite avancée et des consultations avec des experts internationaux en recherche et sauvetage qui avaient travaillé sur des cas similaires dans d'autres pays. L'affaire commença également à attirer l'attention d'enquêteurs paranormaux et d'enthousiastes du surnaturel, qui proposèrent des théories impliquant des phénomènes inexpliqués spécifiques à la région pyrénéenne, incluant des rapports historiques de disparitions similaires qui auraient supposément eu lieu dans la même zone pendant les décennies précédentes. Alors que la recherche s'étendait sans résultat, certaines autorités commencèrent à suggérer que possiblement les disparus ne seraient jamais trouvés, et que l'affaire pourrait éventuellement être classée comme un mystère non résolu, une possibilité que les familles rejetèrent catégoriquement et qui motiva des protestations publiques et une pression politique supplémentaire. Pendant les 2 premières années après la disparition, la recherche s'intensifia avec la participation d'organisations internationales de sauvetage, de technologies satellitaires avancées et d'équipes spécialisées qui avaient été envoyées d'Espagne et de Suisse pour assister dans les efforts de localisation. Les équipes de recherche utilisèrent une technologie de cartographie laser aérienne pour créer des cartes topographiques détaillées de toute la région, identifiant chaque ravin, grotte et formation géologique qui pourrait potentiellement cacher un véhicule de la taille d'un autocar scolaire.
Des plongeurs spécialisés inspectèrent chaque étendue d'eau dans la région, incluant des lacs de montagne, rivières, et même des carrières profondes qui auraient pu être assez grandes pour avaler un autocar. Mais aucune de ces recherches aquatiques ne produisit de preuves du groupe disparu. Les géologues participant à la recherche identifièrent de multiples zones d'instabilité géologique où des glissements de terrain historiques avaient eu lieu, et des équipes spécialisées utilisèrent des équipements sismiques pour détecter d'éventuels vides souterrains qui pourraient indiquer la présence d'un véhicule enterré, mais ces efforts technologiquement avancés échouèrent également à produire des indices viables. La recherche s'étendit également internationalement quand des rapports non confirmés d'observation de l'autocar émergèrent dans des régions voisines et même en Espagne, menant à des enquêtes qui s'étendirent jusqu'à la Catalogne, où des groupes criminels organisés avaient supposément été impliqués dans le trafic de véhicules volés. Des psychologues médico-légaux et des profileurs criminels furent consultés pour analyser la possibilité que la disparition soit le résultat d'un crime méticuleusement planifié. Mais l'absence complète de preuves physiques rendait impossible de développer des profils précis de perpétrateurs possibles. L'affaire commença à attirer l'attention de chercheurs paranormaux et d'enthousiastes du surnaturel, qui proposèrent des théories impliquant des phénomènes inexpliqués spécifiques à la région pyrénéenne, incluant des rapports historiques de disparitions similaires qui auraient supposément eu lieu dans la même zone pendant les décennies précédentes. Alors que la recherche s'étendait sans résultat, certaines autorités commencèrent à suggérer que possiblement les individus disparus ne seraient jamais trouvés et que l'affaire pourrait éventuellement être classée comme un mystère non résolu, une possibilité que les familles rejetèrent catégoriquement et qui motiva des protestations publiques et une pression politique supplémentaire. Les familles commencèrent également à recevoir des dizaines de fausses pistes et de réclamations frauduleuses d'individus cherchant l'argent de récompenses substantielles qui avaient été offerts pour des informations sur le sort du groupe disparu, chaque percée potentielle nécessitant une enquête coûteuse pour aboutir seulement à des impasses ou une tromperie délibérée. Les chercheurs académiques commencèrent à étudier l'affaire comme un exemple de comment les tragédies inexpliquées affectent les communautés sur des périodes étendues, et le phénomène psychologique de perte ambiguë expérimenté par les familles quand elles ne peuvent pas confirmer si leurs êtres chers sont vivants ou morts. Les 3e et 4e années après la disparition marquèrent une période de transition, où les efforts de recherche officiels commencèrent à diminuer en intensité, tandis que les familles des victimes établirent des organisations permanentes dédiées à maintenir la recherche vivante et à soutenir d'autres familles faisant face à des tragédies similaires. Monique Dubois fonda l'Association nationale des familles d'étudiants disparus, qui devint une voix politique puissante, plaidant pour de meilleurs protocoles de sécurité dans les sorties scolaires et des systèmes de traçage plus avancés pour les véhicules de transport scolaire. L'organisation fournit également des services de conseil psychologique pour les familles affectées par des disparitions similaires, reconnaissant que le traumatisme de ne pas connaître le sort d'un être cher nécessitait un soutien spécialisé qui n'était fréquemment pas disponible à travers les canaux officiels. Pendant cette période, les frères et sœurs plus jeunes et les camarades de classe des étudiants disparus commencèrent à obtenir leur diplôme de lycée, portant avec eux le fardeau émotionnel d'avoir perdu leurs amis et l'incertitude sur s'ils connaîtraient jamais la vérité sur ce qui s'était passé pendant la sortie fatale. L'école établit un programme mémorial permanent qui incluait des bourses d'études au nom des étudiants disparus, un jardin commémoratif sur le campus et des services de souvenirs annuels qui gardaient en vivante la mémoire des victimes en attendant des réponses sur leur destin. Les enseignants et le personnel administratif qui avaient été impliqués dans la planification de la sortie firent de face à un examen public continu et, dans certains cas, à des actions légales des familles qui les blâmaient pour négligence dans la supervision et la planification de l'activité qui avait résulté en la tragédie. Les reportages médiatiques pendant cette période commencèrent à examiner plus critiquement les politiques de sécurité de l'école et les réglementations gouvernementales gouvernant les sorties scolaires, révélant des déficiences significatives dans les protocoles de communication, l'équipement d'urgence et la supervision des itinéraires qui auraient pu contribuer à la tragédie,
ou compliquer les efforts de sauvetage. L'affaire inspira également des changements législatifs préliminaires, exigeant une meilleure documentation des itinéraires des sorties, des systèmes de communication améliorés pour les activités étudiantes dans les zones reculées, et un entraînement de sécurité plus rigoureux pour les enseignants et chauffeurs responsables de transporter les étudiants hors de l'environnement scolaire contrôlé. Certains membres de la communauté commencèrent à suggérer qu'il était temps d'accepter que les disparus étaient probablement morts et que les efforts de recherche devraient en cesser. Mais cette perspective fut rencontrée avec une résistance forte des familles qui maintenaient l'espoir que des preuves seraient éventuellement découvertes. L'attention internationale de chercheurs spécialisés en disparitions mystérieuses de masse commença à comparer l'incident avec des cas similaires dans d'autres pays où de larges groupes de personnes avaient disparu sans explication sous des circonstances apparemment impossibles. Les 5e jusqu'à 8e années après la disparition furent caractérisées par des recherches sporadiques, déclenchées par des rapports occasionnels d'observations possibles ou de nouvelles preuves, mais également par une acceptation graduelle parmi certaines familles qu'elles ne connaîtraient peut-être jamais le sort exact de leurs enfants. Cependant, Monique Dubois et plusieurs autres mères maintinrent leur détermination inébranlable de continuer la recherche, organisant des expéditions de recherche mensuelles qui les menaient fréquemment vers des zones de plus en plus reculées et dangereuses de la région pyrénéenne. Pendant cette période, la technologie de recherche continua d'avancer, et les familles purent accéder à des équipements plus sophistiqués, incluant des drones avec des caméras haute résolution, des dispositifs de détection de métaux plus sensibles et des logiciels d'analyse d'images satellites qui pouvaient identifier des anomalies de terrain qui pourraient indiquer des sites d'intérêt. Les anniversaires annuels de la disparition devinrent des événements communautaires significatifs, avec des milliers de personnes participant à des veillées, des marches silencieuses et des services religieux qui non seulement honoraient la mémoire des disparus, mais maintenaient également la pression publique sur les autorités pour continuer la recherche de réponses. La couverture médiatique continua à couvrir l'affaire régulièrement, spécialement pendant les anniversaires. Mais le focus commença à changer vers l'examen de l'impact à long terme de la tragédie sur les familles, la communauté éducative et les politiques de sécurité étudiante qui avaient été implémentées en réponse à l'incident. Les chercheurs académiques commencèrent à étudier l'affaire comme un exemple de comment les tragédies inexpliquées affectent les communautés pendant des périodes prolongées, et le phénomène psychologique de perte ambiguë, expérimenté par les familles quand elles ne peuvent pas confirmer si leurs êtres chers sont vivants ou morts. Certains membres de la communauté commencèrent à suggérer qu'il était temps d'accepter que les disparus étaient probablement morts et que les efforts de recherche devraient cesser. Mais cette perspective fut rencontrée avec une résistance forte des familles qui maintenaient l'espoir que des preuves seraient éventuellement découvertes. L'affaire attira également l'attention internationale de chercheurs spécialisés en disparitions mystérieuses de masse, qui comparèrent l'incident avec des cas similaires dans d'autres pays où de larges groupes de personnes avaient disparu sans explication sous des circonstances apparemment impossibles. La technologie GPS avancée et la communication par satellite qui avait été inspirée par l'affaire avaient résulté dans le développement de systèmes de surveillance complets qui permettaient aux écoles de traquer les emplacements exacts des sorties en temps réel, avec des alertes automatiques si les véhicules déviaient des routes approuvées ou si la communication était perdue pour des périodes étendues. Les familles commencèrent également à recevoir un soutien accru d'autres familles qui avaient expérimenté des tragédies similaires, créant un réseau d'aide mutuelle qui fournissait un soutien émotionnel et des ressources partagées pour continuer les efforts de recherche. La 9e année après la disparition 2001 commença comme tout autre dans la longue saga de recherches infructueuses et d'espoirs qui s'amenuisaient. Mais le 3 octobre apporterait la découverte, qui changerait tout et fournirait finalement des réponses aux questions qui avaient tourmenté les familles pendant 5 ans. Des ouvriers de construction de l'entreprise Routes et Travaux Pyrénéens élargissaient une route forestière reculée approximativement 50 km au sud-est de l'itinéraire original de la sortie, quand leur équipement d'excavation rencontra une résistance inattendue dans ce qui aurait dû être de la terre ordinaire.
L'ingénieur civil Bernard Leclerc, qui supervisait le projet de construction, ordonna une investigation supplémentaire quand les bulldozers exposèrent ce qui semblait être des fragments métalliques et du verre enterré profondément sous de multiples couches de terre, de roches et de végétation qui avaient poussé pendant des années. En enlevant soigneusement plus de matériaux, les ouvriers furent stupéfaits de découvrir la forme reconnaissable d'un autocar qui avait été complètement enterré sous approximativement 6 mètres de débris et sédiments naturels. Leclerc reconnut immédiatement la signification potentielle de la découverte et arrêta toute activité de construction, contactant les autorités locales qui déterminèrent rapidement que le véhicule correspondait exactement aux spécifications de l'autocar scolaire disparu, incluant sa couleur jaune distinctive et son numéro de plaque qui avait été largement publicisé pendant la recherche originale. La nouvelle de la découverte se répandit rapidement à travers les réseaux de communication locaux et nationaux, atteignant les familles des victimes qui voyagèrent immédiatement au site pour témoigner de la trouvaille qu'elles avaient attendue pendant 5 ans. La zone fut immédiatement bouclée comme une scène de crime potentiel, avec des équipes médico-légales et des archéologues arrivant pour superviser l'excavation soigneuse du véhicule et la récupération de toute preuve qui pourrait expliquer comment l'autocar était arrivé à être enterré si profondément dans un endroit qui était significativement éloigné de toute route connue que le groupe aurait pu prendre pendant leur sortie planifiée. La découverte ne promettait pas seulement de fournir des réponses sur le sort des étudiants et adultes disparus, mais soulevait également des questions immédiates sur comment l'autocar avait voyagé vers un endroit si reculé et quelles circonstances avaient mené à son enterrement sous des tonnes de matériaux géologiques. L'emplacement était particulièrement troublant parce qu'il n'était accessible que par des routes forestières non marquées qui n'étaient indiquées sur aucune carte officielle et auraient nécessité une connaissance intime de la configuration de la forêt pour naviguer avec succès. L'excavation soigneuse de l'autocar scolaire enterré, supervisée par Dr. Sylvie Martel du service régional d'archéologie, révéla une scène qui fut à la fois déchirante et éclairante, fournissant finalement des preuves concrètes sur le sort des 10 individus disparus. À l'intérieur du véhicule, les enquêteurs trouvèrent les restes squelettiques de tous les occupants, incluant les 8 étudiants, Madame Fontaine et le chauffeur Delacroix, positionnés de manière qui suggérait qu'ils avaient été conscients pendant les événements menant à leur enterrement. Les effets personnels de ces étudiants étaient remarquablement bien préservés, dus aux conditions anaérobies de l'enterrement profond, incluant des sacs à dos scolaires, des carnets avec des entrées de journal datées du jour de la sortie, et même des appareils photo jetables contenant des photographies de l'excursion qui fournirent des indices cruciaux sur les heures finales du groupe. L'analyse médico-légale des restes et de la position de l'autocar dans le sédiment suggéra que le véhicule avait été pris dans un glissement de terrain massif qui s'était produit soudainement, enterrant complètement l'autocar et ses occupants sous des tonnes de matériaux géologiques. Le carnet récupéré de Madame Fontaine, trouvé dans le véhicule, documentait son inquiétude croissante pendant la matinée, quand elle réalisa que le chauffeur Delacroix avait pris une route alternative non autorisée qui les avait menés vers un terrain inconnu et potentiellement dangereux. Les entrées finales dans son carnet indiquaient qu'elle avait tenté de convaincre le chauffeur de retourner à la route planifiée, mais qu'il avait insisté pour montrer aux étudiants une formation géologique spectaculaire, qu'il connaissait d'expérience personnelle, mais qui n'était incluse dans aucun itinéraire officiel. Les études géologiques de la zone révélèrent que la région était connue pour son instabilité, avec de multiples glissements de terrain historiques documentés. Mais cette information n'avait jamais été effectivement communiquée aux opérateurs de transport public ou aux autorités éducatives. La preuve suggérait que le glissement de terrain avait été déclenché par une combinaison d'érosion naturelle, de pluies récentes importantes qui avaient saturé le sol et possiblement les vibrations du lourd autocar se déplaçant à travers un terrain qui n'avait pas été conçu pour supporter des véhicules de ce poids et taille. Les enquêteurs déterminèrent que l'accident avait été essentiellement instantané, avec le groupe ayant peu ou pas de temps pour évacuer le véhicule avant d'être complètement enterré vivant. La découverte révéla également que l'autocar voyageait sur une route forestière non marquée, qui menait vers une zone connue pour son instabilité géologique,
suggérant que Delacroix avait délibérément dévié de la route approuvée, malgré sa connaissance des dangers potentiels, possiblement dans une tentative de montrer aux étudiants des caractéristiques géologiques uniques qui ne faisaient pas partie du programme éducatif officiel. La découverte de l'autocar scolaire et la confirmation du sort des victimes déclencha une vague nationale de chagrin, soulagement et détermination d'assurer que des tragédies similaires ne se produiraient plus jamais dans le système éducatif français. Les familles, après 5 années d'incertitudes torturantes, avaient finalement une clôture et pouvaient recommencer le processus de deuil appropriément et honorer la mémoire de leurs êtres chers à travers des services de funéraires appropriés et des mémoriaux permanents. La tragédie catalysa des réformes éducatives complètes qui établirent de nouveaux standards nationaux pour les sorties scolaires, incluant des études géologiques obligatoires des zones montagneuses, des interdictions strictes contre les déviations des routes préapprouvées sans autorisation explicite, et de l'équipement de communication d'urgence requis pour tous les voyages éducatifs vers des endroits reculés. La loi de sécurité étudiante. Marie Dubois, nommée d'après une des victimes, établit des exigences légales pour des systèmes de traçage GPS dans tous les véhicules scolaires, des dispositifs de communication par satellite pour les enseignants dirigeants des sorties et la participation obligatoire de guides locaux certifiés familiers avec les dangers environnementaux quand les étudiants visitaient un terrain potentiellement dangereux. Le site où l'autocar fut trouvé fut désigné comme un mémorial national, avec un monument portant les noms de toutes les victimes et servant de rappel permanent de l'importance de prioriser la sécurité étudiante sur les expériences éducatives, peu importe combien précieuses ces expériences pourraient être pour le développement académique. Les familles établirent la Fondation étudiant sécurisée, utilisant les règlements légaux de l'affaire, qui devint une organisation nationale fournissant de la formation de sécurité et de l'équipement d'urgence à plus de 6000 écoles rurales à travers la France, se concentrant particulièrement sur les institutions qui menaient des sorties éducatives régulières vers des zones montagneuses ou reculées où les risques pourraient être élevés. L'industrie du transport expérimenta également des réformes significatives, avec de nouvelles exigences pour une formation spécialisée pour les chauffeurs transportant des étudiants vers des endroits ruraux, des inspections de véhicules obligatoires avant chaque voyage, et l'installation de systèmes de communication d'urgence qui pouvaient maintenir le contact avec les écoles et les services d'urgence même dans les zones avec une couverture cellulaire limitée. Les avancées en technologie GPS et communication par satellite, qui avaient été inspirées par l'affaire, avaient résulté dans le développement de systèmes de surveillance complets, qui permettaient aux écoles de traquer les emplacements exacts des sorties en temps réel, avec des alertes automatiques si les véhicules déviaient des routes approuvées ou si la communication était perdue pour des périodes étendues. L'affaire provoqua également des changements significatifs dans les exigences de formation des enseignants, avec de nouveaux mandats que tous les éducateurs supervisant des sorties complètent des certifications en premier secours, gestion d'urgence et évaluation des risques environnementaux avant d'être autorisés à diriger des activités étudiantes hors de l'environnement scolaire contrôlé. Aujourd'hui, plus de 2 décennies après que Marie Dubois et ses 7 camarades de classe aient commencé leur sortie éducative finale, leur héritage vit dans chaque protocole de sécurité qui protège les étudiants vulnérables, chaque dispositif GPS qui traque les véhicules scolaires pendant leurs excursions et chaque système de communication d'urgence qui assure que les enseignants et étudiants peuvent obtenir de l'aide quand ils font face à des situations dangereuses dans des endroits reculés. Les technologies avancées inspirées par leur tragédie ont évolué vers des systèmes de sécurité complets qui combinent intelligence artificielle, surveillance environnementale en temps réel et protocoles de réponse d'urgence automatisés qui peuvent détecter le danger et mobiliser l'assistance même quand les enseignants et étudiants sont incapables de communiquer manuellement leurs besoins d'aide. Le système éducatif français, autrefois vulnérable aux dangers extrêmes posés par des sorties inadéquatement planifiées et supervisées vers des zones reculées, opère maintenant sous certains des protocoles de sécurité étudiante les plus avancés du monde, avec des systèmes de communication, des procédures d'urgence
et des programmes de formation spécialisés qui ont été développés spécifiquement pour empêcher les étudiants d'expérimenter le sort qui échut à Marie et ses compagnons. Les familles des victimes, bien que marquées à jamais par la perte dévastatrice de leurs enfants, avaient trouvé un but et une guérison à travers leur travail infatigable pour protéger d'autres étudiants, transformant leur tragédie personnelle en une force puissante pour le changement positif, qui a sauvé d'innombrables vies et honoré la mémoire de ceux qui moururent en poursuivant l'éducation et la découverte dans les beaux mais dangereux environnements naturels de France. Les protocoles de sécurité développés en réponse à l'affaire ont été adoptés par des pays mondialement faisant face à des défis similaires dans la protection des étudiants pendant les sorties éducatives, créant un réseau international de sauvegarde qui aurait été inimaginable quand Marie et ses camarades de classe commencèrent leur voyage final vers l'apprentissage et l'exploration dans les Pyrénées. Leurs photographies, prises pendant des jours plus heureux quand ils souriaient brillamment en se préparant pour leur sortie, sont affichées dans le mémorial comme un rappel qu'ils étaient de vraies personnes avec des rêves, des espoirs et des familles qui le s'aimaient. Pas simplement des statistiques de tragédies éducatives, mais des individus dont les vies avaient une signification profonde et dont les morts inspirèrent des changements fondamentaux qui ont bénéficié à d'innombrables autres étudiants à travers le monde. L'histoire de Marie et ses compagnons continue d'être racontée dans les salles de classe, centres de formation des enseignants et programmes d'éducation publique qui enseignent aux nouvelles générations l'importance de maintenir des protocoles de sécurité pendant les sorties éducatives, reconnaître les dangers environnementaux et maintenir une vigilance constante, même dans les activités éducatives extérieures, apparemment les plus sûres et bénéfiques. Les systèmes qui protègent maintenant les étudiants pendant les sorties sont si avancés que beaucoup de participants ne réalisent jamais les multiples couches de surveillance de sécurité opérant autour d'eux, du traçage GPS aux capteurs environnementaux, qui peuvent détecter l'instabilité géologique et alerter automatiquement les superviseurs de situations potentiellement dangereuses. Chaque étudiant qui rentre à la maison en sécurité après une sortie éducative porte avec lui un peu de l'héritage de Marie Dubois et ses 7 compagnons. Et chaque expérience éducative extérieure réussie, qui est complétée sans victime, accomplit la promesse implicite que leur sacrifice ne fut pas en vain.